Bonsoir et merci. En fin de cette journée de débat, une question qui m'a été posée une fois me revient en tête. Doit-on accorder la reconstruction du Liban à la société libanaise ou à la communauté internationale? En réponse, je suis convaincue que malgré les conflits continus auxquels le Liban a fait face et malgré la crise multidimensionnelle qui ravage le pays depuis 2019 et l'accumulation de problèmes non résolus depuis plusieurs années, l'État reste le choix incontournable pour la reconstruction. Son potentiel est incontournable. Même si ce potentiel est jusqu'aujourd'hui inexploité, il reste présent et prêt à relever le défi. Preuve en est notre journée de débat aujourd'hui et les cadres dirigeants, les économistes, les diplomates et les experts ici présents pour discuter du Liban et pour affirmer que son État reste le choix incontournable pour sa reconstruction. J'ai vu dans cette journée l'exemple d'une interaction positive et constructive entre les institutions publiques, la société civile et la communauté internationale. La situation du Liban aujourd'hui est sans précédent. Affrontant un tournant important et des expériences décisives, le Liban subit les résultats d'années de crise et de conflits non résolus ou partiellement résolus dus à un manque de réformes essentielles et de changements à long terme. Sur ce, il est essentiel de pouvoir capitaliser sur ce potentiel incontournable actuellement présent dans le pays. Je vois ce potentiel d'abord dans la société civile et ses ONG. Ceux-ci ne peuvent en aucun cas remplir le rôle de l'État. Cependant, leur rôle est essentiel pourvu d'une bonne collaboration avec l'État. Ce potentiel incontournable, je le vois aussi dans les experts dans divers domaines, dont malheureusement la majorité a déjà immigré, les femmes libanaises qui portent le poids le plus lourd au sein d'une société patriarcale. Et je le vois aussi dans les jeunes Libanais qui poursuivent leur éducation en vue d'un meilleur futur et malgré toutes les pressions auxquelles ils doivent faire face. Le potentiel du Liban se trouve dans sa nature et sa position géopolitique, qui, une fois bien gérée et accompagnée d'une politique étrangère adéquate, est une source de richesse et de relations internationales constructives. Enfin, je vois ce potentiel incontournable dans les agents du secteur public, et spécifiquement ceux d'entre eux qui ont pu s'adapter aux circonstances de la crise actuelle et qui ont réussi à préserver la continuité et le fonctionnement des institutions publiques. Le peuple libanais est un peuple qui peut s'adapter, un peuple créatif qui trouve des solutions en cas de crise. À lui de savoir bien gérer ses valeurs et capacités et à mettre en place une bonne gouvernance transparente et non corrompue et un État qui a suivi un changement radical et non pas de petites réformes de court terme. Un État qui a optimisé la dimension du secteur public et le nombre de ses travailleurs, un État qui a affermi ses forces judiciaires indépendantes et non partisanes, un État qui soutient ses forces militaires indépendantes, un État qui renforce ses institutions publiques et autorités locales et assure la bonne éducation dans les écoles publiques qui consolide l'appartenance du peuple à l'État. Renforcer le rôle des femmes et donner plus d'espace aux jeunes, créer des opportunités et de nouveaux débouchés, bien gérer la position géopolitique du Liban et bien placer ses diplomates sont essentiels sur le chemin menant à un meilleur Liban, auquel nous aspirons tous à titre de jeunesse. Pourquoi ne pas ouvrir cette fonction publique à de nouveaux diplomates, économistes et étudiants en politique assez compétents, parmi lesquels l'audience ici présente, ces experts sont capables de reconstruire le pays sur de bonnes bases, sur des bases qui ressemblent et rassemblent les Libanais. En présence d'un potentiel libanais incontournable, l'État libanais, plus haute source légitime de pouvoir, reste certainement le choix le plus incontournable. Et merci. Merci. Merci, Vanessa. Merci, Vanessa. Merci. J'invite Monsieur Pierre France et Madame Anne-Sophie Ducreux à nous présenter les principales conclusions et recommandations suite à cette journée. Bien. L'enjeu est donc là d'être assez bref pour vous libérer au plus vite et ne pas répéter ce qui a déjà été dit 10 fois. Mais peut-être repartir des mots moi, que j'ai en tête d'anciens hauts fonctionnaires que j'avais rencontrés, notamment un d'EDL qui disait qu'à l'époque de la guerre, il disait aux gens la vraie surprise, ce n'est pas qu'il y ait des coupures, c'est qu'il reste encore de l'électricité. Malheureusement, ce discours redevient valable aujourd'hui, mais le fait qu'il ait pu être dit déjà par quelqu'un qui parlait de la période 1976-1990 reflète une hésitation qu'on a depuis très longtemps à propos de l'état
au Liban, entre l'État perdu, l'État sans cesse retrouvé, où on est tout le temps en train de se rendre compte que finalement, il existe, celui qu'on a cru abattu pendant la guerre, reconstruit après, celui qu'on a cru finalement bien moins failli que les États de la région, notamment dans la dernière décennie comparé à l'Irak et à la Syrie, les milliers de personnes payées par l'État. On en oublie cet État dont on rigole beaucoup la plupart du temps en faisant des blagues sur les chemins de fer au Liban, par exemple, blagues récurrentes totalement injustes, qui ne rend absolument pas justice à l'histoire de cette administration en question. Donc, le rire et évidemment la critique, la corruption, le fait que personne ne soit compétent, ce qui en réalité est plus le reflet d'un discours sur l'État très récurrent au Liban, qui date de bien avant la crise économique. Ne pas aimer l'État, lui préférer le modèle de l'entrepreneur privé, le modèle de l'entreprise, c'est déjà un programme intellectuel et politique au Liban dès les années qui suivent le mandat français, au risque d'oublier évidemment que l'État est nécessaire même pour les entreprises pour leur offrir un cadre d'action. Donc reprendre le fil des idées, reprendre le fil d'une réalité, reprendre le fil d'hommes et de femmes exceptionnels qui vivent à raison assez mal les accusations, les moqueries et l'image désastreuse dont ils sont la cible. On a aujourd'hui, je pense, essayé de célébrer leur existence, célébrer aussi le sens extrêmement aigu du bricolage, de l'improvisation que peuvent avoir toutes ces personnes. Ce sens-là, ces manières de faire doivent être connues et reconnues. Donc, il faut rendre hommage à toutes ces personnes, aux fonctionnaires comme fonctionnaires. Je pense que pas très loin d'ici, vous avez la Ligue des anciens fonctionnaires, par exemple, qui représente une ancienne génération de hauts fonctionnaires, qui sont des gens qui, de temps en temps, il faudrait peut-être convoquer pour la connaissance qu'ils peuvent avoir d'une histoire un peu longue de l'administration, y compris des changements peut-être dans la manière de faire de la corruption. Des fonctionnaires, les hauts fonctionnaires en tant qu'élite, mais aussi les fonctionnaires moins importants dont on a peut-être un petit peu moins parlé aujourd'hui, les fonctionnaires, disons, plus ordinaires, les instituteurs, les institutrices, les petits, même les petits fonctionnaires de guichet. Je pense à ceux, quand vous allez faire un papier dans une administration libanaise, qui tamponnent pendant des heures des papiers. Je ne suis pas sûr que ces gens-là soient représentatifs de la corruption ou du fait de ne pas travailler. Au contraire, personne n'a envie d'être à leur place et tout le monde, pourtant, vient leur demander des papiers. Cela, en particulier, c'est la possibilité d'une classe moyenne. Ils représentent vraiment une partie de la classe moyenne au Liban, me laissant penser que l'État n'a pas seulement besoin d'élites, il a aussi besoin pour reprendre un terme qu'on a utilisé ce matin, de ces hussards noirs, terme qui fait référence à la Troisième République en France. C'est vraiment d'une petite armée de gens qui portent l'État au quotidien dans les choses les plus élémentaires. C'est aussi à grande échelle sur ce point-là que l'État et la société se rencontrent. Et c'est enfin le dernier point, il nous reste tout un chantier aussi à engager sur les citoyens et l'État, pardon. Comment croire évidemment que dans la situation actuelle, les Libanais en tant que citoyens n'aient pas compris l'intérêt d'avoir un État quand on est confronté au fait de ne plus avoir d'électricité ou de devoir payer une électricité parmi les plus chères du monde ou un téléphone avant la crise parmi les plus chers du monde, on devient très vite conscient de ce que peut être l'État. Et finalement, on a beaucoup parlé de cette soif, de cette faim d'État. Il faut aussi, je pense, aller la recueillir auprès des gens qui ont un vrai besoin de ça. Donc, là-dessus, par exemple, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup imaginé, mais on manque beaucoup de recherches pour savoir à quel point, quelle représentation les gens peuvent avoir de la recherche. Donc, à ce titre-là, écouter ce témoignage pouvait être utile. Donc, il va falloir là-dessus improviser, bricoler, innover, faire de nouvelles choses, se donner envie collectivement de mettre en place des choses concrètes dont Anne-Sophie va vous parler mieux que moi. Merci. Je vais essayer d'être pratique, en fait,
pour pas être le Xème colloque ou Xème rencontre sans choses extrêmement pratiques. Donc, comme je vous disais au début, je suis spécialiste des crises pour pas descendre plus bas, puisque j'ai bien compris que la chute est déjà terrible, mais pour essayer d'éviter de descendre plus bas, j'ai énuméré 4 types de recommandations. La première, c'est, ce matin, on a beaucoup parlé d'État. Pierre vient de reparler de l'État, mais qu'est-ce que le citoyen attend de l'État? J'ai eu l'impression depuis toute la journée qu'on n'a pas encore bien défini ce que le citoyen libanais, dans sa globalité, dans sa diversité, attend de l'État. Alors, vous allez me dire une Xème étude, peut-être pas, mais on a le CNRS ici, on a des bailleurs, on a un centre qui fait des études. Est-ce que tout le monde ne pourrait pas se mettre ensemble et essayer de comprendre ce que le citoyen libanais, dans ses 18 confessions, j'ai appris ça ce matin, vraiment souhaite de l'État libanais? Qu'est-ce qu'il attend techniquement? Est-ce que c'est uniquement le régalien? Est-ce que c'est autre? Voilà, quelque chose aussi complet que l'étude qu'on a eue ce matin, qui était beaucoup plus économique. Là, c'est peut-être plus sociologique, mais qu'est-ce que le citoyen attend de l'État? Ensuite, le deuxième point, c'est l'importance du dialogue. D'un regard extérieur que j'ai aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il y a énormément de compétences. Comme je le disais, les gens sont extrêmement bien formés, mais travaillent en silo et ne travaillent pas forcément ensemble dans la même direction. Alors peut-être aussi parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, mais les ONG travaillent dans leur coin, l'administration dans un autre, pas toujours dans la même direction parce qu'on n'a pas défini une direction. Donc, travailler moins en silo, travailler ensemble. Je sais qu'ici, il y a eu il y a quelques années, et cette conférence fait partie de cette philosophie, c'est la rencontre des cycles des cadres dirigeants. Je pense que c'est ça aussi, c'est continuer à se rencontrer, les cadres dirigeants, les fonctionnaires dirigeants, les ONG dirigeantes, tous ensemble pour faire avancer une problématique commune. Je pense que les ONG ont beaucoup à apprendre de ce que la fonction publique fait. Et la fonction publique doit peut-être s'adapter à une certaine flexibilité de l'ONG. Donc ça, ce serait ma deuxième recommandation. Donc, ça peut aussi se faire ici. Donc ça, c'est assez simple aussi à mettre en place. Enfin, l'avant-dernière, ce serait évoluer avec son époque. Quand j'entends que alors, ce matin, j'ai entendu les lois de 1962. Et après, j'ai entendu surtout pas d'autres lois. Certes, mais il faut aussi des lois adaptées à son temps et à son époque. Aujourd'hui, c'est la digitalisation. Donc, il faut que l'État et les fonctionnaires vivent avec leur époque et puissent être… on doit avoir un État adapté. Alors, parfois, on saute des étapes. Moi, je l'ai vu dans certains pays en crise. On est passé directement d'un État papier, tampon à tout Internet. Mais voilà, ça fonctionne aussi, quoi. Il suffit que ça soit une priorité et ça peut fonctionner. Et enfin, là, je vais reprendre une partie de la discussion qu'on a eue ce matin sur oser le changement. Donc, un peu de folie hors du cadre et surtout y croire. Beaucoup de compétences aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à autant de compétences, autant de volonté de changer. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est entre vos mains. N'attendez pas trop de la communauté internationale parce que vous avez tout en main. Et oser le changement, sortir du cadre, rêver et essayer de toucher l'impossible ou en tous les cas, ce qui était possible. Voilà, donc j'ai 4 recommandations qui sont assez simples, peut-être pas la dernière, parce que sortir du cadre, parfois, ça fait peur, mais je sais que certaines femmes présentes ici sont prêtes à sortir du cadre. Donc, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Alors voilà, j'ai accentué sur les femmes parce que je sais que souvent, elles osent plus sortir. Merci en tous les cas, et puis j'espère qu'on a pu vous aider. Merci beaucoup, Monsieur France, Madame Ducreux.
Donc, je donne la parole à Madame Mathilde Pousse, attachée. Ah, vous êtes là, je vous cherchais. Donc, un petit mot de conclusion de la part de Madame Pousse. Merci. Merci à tous pour votre attention, votre participation. Je serai très brève parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je souhaite que cette journée, à l'issue de cette journée, on puisse chacun repartir dans nos fonctions respectives avec du carburant, non seulement pour la réflexion, mais pour l'action. Donc, il y a une grande diversité de professions qui étaient représentées aujourd'hui et je pense qu'on a tous beaucoup à faire. Et la deuxième chose, c'est que c'était des retrouvailles aujourd'hui et qu'on va donc continuer. Et je souhaite que ce soit le début d'un nouveau cycle aussi dans notre partenariat avec l'Institut national du service public et l'Institut des finances. Je vous remercie. Mathilde, un tout dernier mot de remerciement. Merci Anne-Sophie, merci Pierre pour ce récapitulatif condensé, riche en idées et en propositions et en recommandations que j'espère serait une base solide, un socle de référence pour la sauvegarde de nos institutions et pour le redressement tant attendu et tant souhaité par tout le peuple libanais. Avant de clôturer, j'aimerais juste remercier le soutien de la France, représenté par l'ambassade de France au Liban et ses équipes, l'Agence française de développement, Expertise France, remercier l'ambassade pour le générateur qui nous a permis d'être dans cette salle avec l'air conditionné. Un grand merci également pour l'Institut national du service public, pour leur confiance et pour la continuité de notre partenariat. Un grand merci pour les collaborateurs de cette journée de débat, notamment l'Institut français du Proche-Orient, l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph, Orient Institut Beyrouth et la ONG Financially Wise. Permettez-moi également de remercier tous les intervenants pour la pertinence de leurs propos et leurs recommandations précieuses. Merci pour les interprètes qui nous ont accompagnés tout au long de cette longue journée. Et finalement, un grand merci à toute l'équipe de l'Institut des finances, Basset Layhan, cette équipe engagée qui continue à œuvrer avec acharnement, avec passion, avec compassion et avec amour, malgré toutes les contraintes et toutes les difficultés que nous vivons. Merci, merci mes chers amis. Merci à notre présidente, Lamia Mbayed, qui est parmi nous aujourd'hui. Il est vrai qu'elle est en congé sabbatique, mais elle continue à veiller sur nous, sur cette institution qu'elle chérit de tout son cœur. Et bien sûr, merci pour tous et toutes ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou en Zoom. Et à très bientôt.